Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Dixie. Comment est-ce que vous allez les gars? Comment est-ce que ça va Baptiste? Salut, ça va très bien et toi? Ah bah nickel, moi ça va aussi là, grosse journée au travail. Ensuite la Radio Dixie, ça fait plaisir. Et puis j'enchaîne sur l'aéroport, je vais ramener ma marraine direction la Colombie. Enfin je la dépose à l'aéroport, pas en Colombie évidemment. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur après 2 semaines à la maison. Et puis de quoi on va vous parler les gars aujourd'hui? On va vous parler de Donald Trump. Ah oui, de quoi on va vous parler? Bonne question, même moi je ne sais pas. Alors de quoi on va leur parler? Je crois que tu l'as même pas regardé le plan d'aujourd'hui, non? J'ai regardé vite fait, j'ai vu Donald Trump, j'ai dit c'est bon, je valide. Parfait, c'est validé. Ensuite, on va vous parler du financement des associations d'aide aux migrants. Ouh. On va vous parler du Pakistan qui a demandé à 1,7 million d'Afghans de quitter le pays. On va vous parler d'Emmanuel Macron qui estime qu'il va tourner la page de la politique. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Du gouvernement qui débloque 100 millions de vos euros pour créer 150 000 emplois dans le numérique au Nigeria. Ça va être pas mal aussi. Et puis ensuite, on a 2 autres infos, mais on verra si on a le temps de les partager avec vous parce qu'on va se faire un live d'1 heure. C'est bien aussi les lives rapides, comme ça on enchaîne, on n'a pas de temps mort. Moi de mon côté, avant de commencer, je voulais vous dire que sur mon Patreon, comme d'habitude, je mets les rediffs Radio Dixie au format podcast audio et en avant-première. Donc vous y avez accès 24-48 heures après le live. Et je vous ai aussi mis cette semaine un podcast à la découverte des abonnés avec Alexis, 18 ans, tout jeune, qui est parti bosser dans les fermes australiennes et qui pense s'y installer à long terme. Il nous apprend beaucoup de choses intéressantes et puis il est très très mûr pour son âge. C'est vraiment intéressant. Et toi, Baptiste, quoi de beau de ton côté depuis la semaine Moi ça y dernière? est, je vais régler mon problème de monteur. C'est bon. Là la vidéo elle est quasiment prête, je viens de regarder, faut juste que je vérifie la traduction aujourd'hui et ensuite je poste. Donc demain, normalement, si Dieu veut, ça devrait être en ligne. Ok. Normalement. Il y a un truc genre, il faut quand même que le monteur l'exporte full qualité, que je la télécharge, que je la poste. Enfin bref, il y a quand même un petit voilà. Mais normalement, oui. Alors c'est pas du coup, c'est pas dans l'ordre que je voulais les poster à la base. Mais voilà, du coup, il va y en avoir 2 coup sur coup, quoi. Ça va être. Ok, c'est quoi les sujets? Rappelle-les-nous. Alors, il y a une vidéo d'entraînement du grip, spécialisée d'entraînement du grip, et il y a une vidéo de cuisine de l'alligator. Ah ouais, bah nickel. Avec Marc. Là, les gens vont être contents. Marc, qui a fait en fait la vidéo avec moi, le meilleur barbecue du Texas. Ok. Mon pote à moi qui a un barbecue géant, que les gens ont adoré. Cette vidéo sur YouTube, elle a fait genre 600 000 vues, tu sais. Elle a vraiment cartonné. Et donc, et là, en fait, je démarre une nouvelle série avec lui qui s'appelle I Bet Mark Can Cook It. Et en gros, c'est une série de plusieurs épisodes où à chaque fois, je vais lui amener une viande que j'ai chassée et lui, il va trouver un moyen de la cuisiner au fumoir ou au frit ou quoi. Et donc là, on a fait de la ligue. Pour les Français qui sont vraiment nazes en anglais, c'est Ça veut dire je parie que Marc peut le cuisiner. Et donc là, je vais ramener de l'alligator. On a fait de l'alligator fumé. Et après, il va y avoir un épisode requin, sanglier, serpent. Enfin voilà, ça va être. C'est bon ça pour la prise de masse, l'alligator? L'alligator, c'est plutôt une viande maigre. Ça ressemble à du poulet, hein? Je crois que c'est même ça. Non, ça ressemble à du calamar un peu. Ah ok, C'est-à-dire c'est plus parce que gluant. c'est assez caoutchouteux. Ok, caoutchouté. C'est Ouais. tout blanc. Donc au niveau de la vue, ça pourrait ressembler à du poulet, mais au niveau du goût, non, c'est quand même c'est un goût un petit peu iodé, quand même un peu poissonneux. Ok. Et c'est beaucoup plus chewy, comme on dit, ouais, caoutchouteux. Ouais. Donc en gros, tu regardes la première vidéo pour bien bosser le grip et pouvoir faire plus de répétitions, et ensuite tu regardes la deuxième Et vidéo après, tu attrapes un de la alligator. masse. Une fois que tu as un gros grip, tu chopes un alligator par le cou et tu le fous dans le fumoir. Ça va être les vidéos de Baptiste dans 5 ans. Comment attraper un alligator à main nue. L'évolution que ça va prendre. Des mélanges des thèmes des vidéos. Parfait. Et les gars, je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez vous abonner sur Twitch pour ceux qui ont un abonnement à Prime Video. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne sur Twitch, Radio Dixie. Comme ça nous aide à nous de notre côté. Ceux qui veulent nous aider aussi directement peuvent s'abonner évidemment avec leur carte de crédit. Et je voulais vous donner une petite info avant de se lancer dans le reste. Tu te souviens, on a parlé d'Anne Hidalgo la semaine dernière? Oui, je me souviens. Là, ils ont donné les chiffres. Bon, après, Ouais. vas-y, je te laisse dire d'abord. Ouais, tu t'en souviens des chiffres? Oui, mais c'est des trucs de fou. Ouais, c'est ça. En gros, t'avais 47 000 raison, hein. euros de budget pour le resto, je crois. Enfin, c'est de la folie. Ils sont partis à 6. Donc, tu as raison. Le pire, c'est pas elle, c'est qu'ils partent en groupe. Pour Je l'avais dit, hein. 6, il y a eu 40 955 € de billets d'avion. Et Déjà, c'est que 18 des premières classes.
c'est sûr. C'est que des premières classes. À ce prix-là, c'est pas des prix normaux. Hein. Ah ouais, ça fait presque 10 000 euros, peut-être pas, mais presque 8 000 euros par billet. Et ils ont gaspillé 18 545 euros en frais d'hôtel et de restauration. Ils se sont fait plaisir. Ils peuvent vous remercier. Je dis, il y a toujours un truc, je prends quand même ces informations avec des pincettes parce qu'elles viennent de journalistes. Et en fait, on sait absolument pas d'où ça sort. Parce que quand il s'agit de nous, c'est les spécialistes pour sortir des chiffres qui ont rien à voir avec la réalité. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, là, pour le coup, je pense que ça va te rassurer dans la qualité de l'info. C'est la mairie de Paris qui a donné l'information directement. Ok, bon, d'accord. Dans ce cas, bon. Donc, c'est peut-être le double. En tout cas, ça fait combien de SMIC ça fait 2 ou 3 SMIC. J'ai un 0. Et on va commencer avec une bonne nouvelle, les gars. Qui sera le 47e président des États-Unis ? À ce jour, Donald Trump. Inch'Allah, c'est Trump. Inch'Allah. Et les gars, vous savez que. Attends, désolé, je t'arrête, on va jamais démarrer le live, mais il y a un mec, tu l'as vu ou pas celui-là ? Bah, je sais pas. Il y a un mec qui a mis un commentaire en disant je suis très déçu de toi, Baptiste, tu dis Inch'Allah et tout. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible que le mec prenne ça au premier degré. Ah ouais. Je me suis dit, c'est un troll et tout. Et non, premier degré. Enfin, en gros, le mec était premier degré dans le fait qu'il pensait que je disais ça au premier degré. Mais non. C'est incroyable quand même. Ouais. Après, mec, alors que quand je dis ça, c'est limite l'inverse en fait. Quand je dis ça, limite les mecs pourraient se plaindre. C'est un peu raciste en fait. Respecte la religion. Oui, en vrai, c'est l'inverse. C'est un peu raciste que je dis ça pour me foutre de leur gueule. Donc c'est même l'inverse. Et le mec était là, genre, ouais, t'es un dimi et tout. Et j'étais là, genre, mais attends, mais c'est pas possible. Je dis des trucs du style, genre, Inch'Allah, comme on dit dans le Berry. Et le mec, il prend ça sérieusement. Après, comme on dit souvent, c'est quand même le haut du panier. Radio Dixie, c'est des mecs qui réfléchissent, mais il y a forcément 2-3 QI négatifs dans le tas qui regardent la rediff sur YouTube. C'est normal. C'est normal. Il y a de tout dans ce monde. Et donc, qui sera le 47e président des États-Unis ? À ce jour, Donald Trump semble en bonne position pour reprendre sa place à la Maison-Blanche. Le candidat républicain devance Joe Biden dans 5 États clés sur 6, dans un sondage publié dimanche 5 novembre par le New York Times et rapporté par Le Figaro. Les États concernés sont le Nevada, la Géorgie, l'Arizona, le Michigan et la Pennsylvanie. Seul le Wisconsin est encore sous le giron démocrate. Cette étude a une importance puisqu'en 2020, l'actuel président avait remporté 6 États. Donc ces 6 États, en fait, il faut savoir très rapidement qu'aux États-Unis, il y a des États qui votent souvent démocrates, souvent conservateurs, tous les ans, quoi. Et les États clés, c'est donc les États qui varient d'une élection à l'autre. C'est ce qu'on appelle des swing states, si vous entendez ça. Parce que vraiment, il y a des États qui, historiquement, votent toujours républicains et d'autres États qui, historiquement, votent toujours démocrates. On sait que la Californie votera démocrate, on sait que le Texas votera républicain. À moins d'un énorme pépin, c'est des choses qui ne bougent pas. Donc, en fait, toute l'élection se joue dans les swing states, c'est-à-dire là où ils ont un peu le cul entre deux chaises, quoi. À moins qu'il y ait une grosse immigration de profs d'anglais au Texas dans les prochains mois, ça devrait aller. Il y en a. Hein. C'est pour ça que le vote démocrate ne fait qu'augmenter au Texas. Hein. Parce qu'il y a un paquet de profs d'anglais. J'ai compris pas pourquoi suivre les épisodes précédents, d'accord. Ah là là, mais c'est triste. Hein. On le répète à chaque fois, mais c'est ils quittent des pays ou des zones ou des États pourris par le socialisme, et puis ils vont voter pour plus de socialisme dans les États qui étaient jusqu'à présent préservés par le socialisme. En parlant de ça, ouais. Je sais pas si c'est là-dessus que tu vas partir, mais le truc des subventions des associations, c'est le sujet là ou c'est pas ça, je l'ai vu. Même, je savais pas qu'on allait en parler aujourd'hui, mais ça, je l'ai vu il y a quelques jours. Donc, mais je t'avais pas envoyé d'ailleurs un truc comme ça. Tu m'avais envoyé, mec, et j'étais allé vérifier la source. Et en fait, c'est. Est-ce que si t'as rien d'autre à rajouter sur ce premier sujet, on enchaîne ? Non, vas-y. Donc, enfin, oui, je sais pas ce que tu veux rajouter sur le premier sujet. En tout cas, faut espérer. C'est toujours pareil. On peut pas. Tu sais, les prédictions, moi, je suis très méfiant, que ce soit dans notre sens ou dans l'autre sens. Parce que moi, je me rappelle de la première élection de Trump, toutes les prédictions disaient Hillary Clinton. Non, mais toutes. Les démocrates, ils y allaient en mode, mais vraiment, et c'était vraiment fait d'avance pour eux, quoi. Ils étaient détente absolue et elle s'est pris une tôle. Non, mais c'est vrai, tu te rappelles. Ouais, tu voyais même des mecs comme Robert De Niro ou d'autres acteurs qui disaient mais arrêtez vos conneries, il n'y aura jamais un président de Trump aux États-Unis. Je me rappelle de Cyril Hanouna qui disait, en fait, il y avait les élections en direct, en gros, sur une autre chaîne. Et lui, il avait Touche pas à mon poste en même temps. Et il disait, mais allez, c'est bon, regardez, Touche pas à mon poste, vous en foutez. De toute façon, l'élection, elle est déjà faite. C'est bon, c'est elle qui est présidente. Tu vois. Ah ouais. Et donc, ouais. Donc, c'est pour ça. Et puis même, sans parler de ça, il y en a eu des millions, hein, des trucs qui donnaient des résultats de la... Enfin,
on peut pas savoir en fait. C'est-à-dire que maintenant, même les sondages, leur marge d'erreur, elles sont plus valables. Donc, tu as bien raison, on n'a pas de boule de cristal. Attendons, mais c'est de l'espérance, comme tu dis. Et puis, comme je dis toujours, à chaque fois que vous voyez un sondage, demandez-vous, mais qui répond à ces sondages? Pas moi. On m'a jamais consulté. Vous non plus. Je ne connais personne qu'on a consulté. Donc, en fait, les sondages qui sont soi-disant représentatifs, finalement, c'est toujours sur des groupes de personnes qui, généralement, sont eux-mêmes volontaires pour répondre à des sondages. Donc, ça sélectionne. Donc, c'est déjà des... quoi. De par le fait, ça sélectionne. Non, mais tu vois, parce que c'est comme, par exemple, bon, je fais un petit aparté, mais médiamétrie. Médiamétrie, c'est très précis, c'est très compliqué. Médiamétrie, c'est ce qui donne les audiences de télévision. Ça te donne les audiences. Et tu sais, le matin, je crois que c'est à 5h ou à 6h, tout le monde reçoit les audiences. Tous les mecs abonnés à Médiamétrie, ça coûte très très cher. Hein. Ça coûte très très cher d'être abonné à Médiamétrie. Donc il n'y a que les présentateurs, les patrons de chaîne, etc. qui sont abonnés à ça. Les mecs en finance ou des trucs comme ça. Ils reçoivent les chiffres très tôt le matin. Et en fait, qui représente ces chiffres? Parce qu'on vous donne les chiffres d'audience, puis après on vous avait fait tant sur telle tranche d'âge, vous avez fait tant sur telle tranche d'âge, etc. Ce sont des gens qui travaillent bénévolement. Il me semble que c'est ah non, je crois que tu as une petite dédommagement pour Médiamétrie. C'est des gens qui ont un boîtier Médiamétrie. C'est-à-dire que c'est des gens qui, chez eux, ont un boîtier Médiamétrie. Et donc, ça enregistre ce qu'ils regardent. Et donc, il y a des gens, puis il y a quelques commerces, tu sais, genre des bars, des machins, mais c'est très sélectionné, qui ont un boîtier Médiamétrie. Et à partir de ça, ils font les chiffres. C'est pour ça que tous les mecs de Médiamétrie et de la télé vous expliquent « Oh, mais c'est infaillible ». Mais c'est de la grosse les gars. C'est n'importe quoi. Ça représente pas du tout. Quand ils disent sur la jeunesse, on a fait tant, mais qu'est-ce que vous en savez? Quel mec de 20 ans a un boîtier Médiamétrie? Arrêtez. Ça se trouve, en quoi le mec de 20 ans qui a un boîtier Médiamétrie, il représente les mecs de 20 ans? Ouais, puis ça se trouve, c'est des mecs ultra sélectionnés dans un truc. Déjà, c'est un mec qui regarde la télé. Donc déjà c'est parce que 90% des mecs de 20 ans, ils regardent juste pas la télé. Tu vois? Donc déjà, quand tu dis on a fait 25%... Ça se trouve, le mec qui vit avec ses parents et ses grands-parents, enfin, j'en sais rien comment ils comptabilisent ça, mais en fait, tu as raison dans le sens où les personnes qui sont motivées pour répondre à des sondages ne sont pas forcément représentatives des Français. Non, puisque ça sélectionne. Ce sont les personnes motivées. Après, je ne dis pas que c'est un lien de corrélation avec comment ils votent, ce qu'ils regardent, etc. Mais le principe de base, c'est que en science, quand on prend un échantillon test, on prend un vrai échantillon test, on prend vraiment un échantillon aléatoire. Là, de base, s'il y a un critère de sélection qui échappe au contrôle finalement du test, il est plus valable. Et finalement, de facto, il y a un critère de sélection puisqu'il faut être volontaire pour le test. Tu vois? Ok, ouais, clairement. Donc, ce n'est pas des gens au hasard. Ce sont des gens au hasard parmi les gens volontaires pour répondre. Ouais, et puis c'est pas négatif ou positif de vouloir participer à ça, mais il y a forcément un biais parce que c'est comme s'ils faisaient un sondage avec les gens qui mangent de la mangue une fois par semaine. Tu sais, il y a forcément des personnes qui peuvent être différentes de la population générale. Voilà. Non, c'est ça. Ça sélectionne forcément. Donc c'est pour ça que détendons-nous, ne crions pas victoire trop vite en mode c'est bon, c'est Trump, etc. Et puis n'oubliez pas qu'ils sont capables de tout. Hein. Ils peuvent aussi mettre Trump en prison. Ils peuvent truquer les élections. Ils peuvent tout faire. Hein. L'État profond américain, c'est la même que chez nous. C'est tout aussi corrompu, etc. C'est comme tous les États profonds. C'est un État, voilà. Donc faut s'en méfier énormément. On ne sait jamais. Qu'est-ce que fait la CIA? Qu'est-ce que fait tout ça? Sans être complètement complotiste, on les connaît quand même. Il y a quand même assez d'exemples aujourd'hui pour savoir qu'ils sont capables de tout. Donc, comme tu disais la dernière fois, l'État, c'est une mafia qui est là pour défendre ses intérêts et les intérêts de ses affranchis. Donc, ils sont capables de tout. Next news. Yes. La sénatrice Nathalie Goulet publie les chiffres des financements des associations bénéficiant de subventions au titre de la mission Immigration, Asile et Intégration. Le financement de ces associations d'aide aux migrants s'est en effet invité au cœur du débat sur le projet de loi immigration, financement qui représenterait plus d'1 milliard d'euros par an. Je vais te donner quelques chiffres, je vais te donner quelques noms d'associations, on va rigoler. Mais donc les chiffres que je t'ai donnés étaient bons? Ouais, ça a été publié directement par une sénatrice et ça a été confirmé par différents médias. C'est vraiment très très intense. Je vais te donner une association. T'as pas moyen de l'afficher la liste que je t'ai envoyée? Ouais, mais attends, je vais essayer de que les gens voient parce que c'est incroyable. Enfin, on le savait. Hein. Et d'ailleurs, on l'a dit dans plein d'épisodes. Je vous disais, dans beaucoup d'épisodes, rappelez-vous, je vous disais, mais les gars, si vous saviez déjà tout ce qui part en subvention dans les associations, etc., quand je disais qu'il fallait un audit des comptes de l'État, je disais, si les gens savaient tout ce qui passe, ce serait incroyable. Mais là, mais regardez ça.
Mais regardez ces chiffres. Ouais. Coalia, 97 millions d'euros. France Terre d'Asile, 57 millions d'euros. Croix-Rouge française, 39 millions d'euros. Groupe SOS Solidarité, 26 millions d'euros. Forum Réfugiés, 24 millions d'euros. Et la liste continue, la liste continue. Il y a Ça, aussi c'est d'autres. nous qui payons pour tout ça. Tout ça, c'est vous qui payez, Olim. Tout ça, c'est l'argent des Français. Donc, C'est un c'est de truc de l'argent fou. qui est utilisé pour faire des choses qui vont contre leur volonté. Parce qu'aujourd'hui, tous les sondages montrent que les Français ils trouvent qu'il y a trop d'immigration en France. Je dis pas que tout ce qui est fait, parce que dedans, il y a la Croix-Rouge française, il y a plein de choses. Je dis pas que toutes ces associations, tout ce qu'elles font est mal. C'est pas du tout le problème. Encore une fois, le problème est même pas là. Le problème de fond, c'est un problème philosophique, j'ai envie de dire. C'est un problème de savoir que quand vous voyez la Croix-Rouge dans la rue qui vient vous demander un don, vous pouvez leur dire, c'est déjà fait. Mmh. J'ai payé mes impôts ce mois-ci, je vous ai déjà fait un gros don. Et oui, vous avez déjà fait un gros don. 1 milliard. Non mais attendez, j'aimerais qu'on fasse le calcul quand même, pour vous rendre compte. 1 milliard d'euros rapportés à chaque Française que ça donne. C'est incroyable, ou à chaque entreprise. Mais Ah, mais c'est énorme. vous vous rendez compte C'est ce énorme. que vous donnez? C'est incroyable. Et les Parce que tout ça, associations. c'est pris entre les travailleurs, les entreprises, etc. Tous ces trucs-là. Donc, c'est pris par des Français. Parce que si je dis oui, 1 milliard rapporté à 68 millions de Français, on va dire ah, mais c'est pas les Français directement, c'est les entreprises. Mais les entreprises, elles appartiennent à quoi? À des Chinois? Et les Non, mais entreprises. c'est de l'argent soit pris Ouais. de la poche des Français, soit pris sur ce qui a été généré par des Français. Donc, le Il y a, il résultat y est le même. a- il y a un truc super important, mec, c'est que les entreprises, plus elles payent d'impôts, moins elles offrent des gros salaires, moins elles offrent des bons prix pour les Français. Donc, ça a forcément un impact à un moment ou à un autre sur les Français aussi, qui ne sont pas forcément des Et entrepreneurs. puis, les entreprises, elles génèrent de l'argent avec les travailleurs français. D'accord? C'est de la main-d'œuvre française, c'est des travailleurs français. D'accord? C'est le fruit du travail des Français. Les entreprises, elles génèrent pas leur argent en tapant dans un arbre et il y a des sacs de fric qui tombent. Ça se passe pas comme ça. Contrairement à l'État qui fonctionne comme ça. Et il y a des associations. L'État, il tape pas dans un arbre, il tape dans les Français. Et il y a de l'argent qui tombe de leur poche. C'est ça la différence. L'État raquette. L'objet principal des subventions versées aux bénéficiaires est l'hébergement de demandeurs d'asile et des réfugiés. Donc ça, c'est plus pour tout ce qui est hébergement. CADA, centre d'accueil de demandeurs d'asile, 128 millions d'euros. UDA, hébergement d'urgence des demandeurs d'asile, 116 millions d'euros. CPH, centre provisoire d'hébergement des réfugiés, 33 millions d'euros. Donc en gros, les gars, en plus de venir vous imposer une immigration que vous ne voulez pas, encore une fois, c'est impossible que tout le monde soit d'accord sur les gens qui peuvent venir ou pas. Je vous avais déjà parlé du concept par sponsoring. Vous pouvez retrouver le short sur la chaîne YouTube. Mais en plus de vous imposer une immigration que vous ne voulez pas, ils prennent votre fric pour la facilité. C'est la pire des. Bien sûr. Non, et puis encore une fois, parce que là, en fait, ça a été. C'est qui la sénatrice là? T'as dit quoi? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Nathalie Goulet. Et elle est quelque part, elle? Elle est chez Alors, quelqu'un? sénatrice Normandie, membre du Sénat français, auteur du livre L'abécédaire de financement du terrorisme. Donc, elle a l'air bien à Bon, droite. elle a Mais l'air. je vais vous dire, plus, je vais regarder sur Google parce qu'elle n'indique pas. Auteur du livre Comment en finir avec les. Elle est Après, bien non. à droite, hein, dis donc. Elle est membre du groupe Union centriste au Sénat. Je ne sais pas ce que ça représente. Ouais, bon, c'est rien du tout. Bref, encore une qui se sert, mais peu importe. On va repartir autre part. Ce que je veux dire, c'est que là, elle pose ça sur le prisme de ces associations aident les migrants. Bon, très bien. Pas que, parce que la Croix-Rouge, etc., ils font pas que ça, mais entre autres, très bien. Mais le problème n'est même pas là. C'est-à-dire que même, imaginons, moi, mon problème, il va plus loin que ça. Imaginons que ce soit des associations dont on trouve le travail bénéfique. D'accord? On peut, ça existe. Il y a des associations qui font du très bon boulot. Moi-même, personnellement, je donne de l'argent à certaines associations que je trouve bien, Juste, etc. Donc le problème juste n'est pas là. une petite précision, mec, et je te laisse continuer, c'est vraiment important. En fait, c'est les subventions versées au titre de la mission immigration, asile et intégration. Donc, c'est vraiment bénéficié pour cet objectif-là. Même si Mais la c'est Croix-Rouge fait terrible d'autres parce choses. que ça veut dire que c'est la partie visible de l'iceberg. Ouais, il y a encore plein Ça veut d'autres dire, il y en choses. a combien qui touchent du fric pour pas ça? Et il y en a, non, ça veut dire que ces associations-là, ça se trouve, touchent du fric pour aussi d'autres raisons, pour d'autres missions. Donc ça se trouve, elles touchent encore plus que ce qu'il y a Ah dans la oui, liste. c'est sûr. Et la liste des associations qu'on touche est encore plus gros. Donc 1 milliard, c'est la partie visible de l'iceberg. Donc on peut dire que des chiffres au hasard puisqu'on n'a pas accès au compte de l'État, mais ça peut très bien, ça se trouve, en tout, c'est 2 milliards, 3 milliards, blablabla, on ne peut pas savoir. Donc, il peut y avoir, tu vois, comme dit Fifrelou, les assos d'utilité publique, donc pro bono publico. Après, le problème, c'est que pour moi, ce qui va être d'utilité publique ne va pas l'être pour d'autres. C'est-à-dire que
tu as beaucoup de gens qui pensent que justement aider les réfugiés, il y a par exemple les associations qui s'occupent des drogués, imaginons, tu vois, les salles de shoot, etc. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est d'utilité publique. Donc après, le débat est là. Donc c'est pour ça que pour moi, le problème, il n'est pas sur comment ils utilisent cet argent. Le problème, il est qu'on ne devrait pas nous obliger à donner de l'argent à des associations. Je vais te donner Et un c'est exemple pas bien parce qu'on plus vous et parlant. encore une fois, on vous l'a attends, excuse-moi, je finis Ouais, juste, vas-y, mais vas-y. encore une fois, on vous l'a répété assez de fois, ce n'est pas parce qu'on arrête d'obliger les gens à donner qu'ils ne vont plus donner. Ici, je suis sollicité, je peux vous assurer. Là, j'ai un pote à moi qui est là depuis 1 mois. Il n'en revient pas. Partout où on va, littéralement partout où on va, il y a des associations qui font des quêtes, des trucs de dons. Très souvent, devant là où on va acheter les courses, rien que ce mois-ci, j'ai dû faire au moins 4 dons à des associations différentes. Il y en avait une qui s'occupait des enfants, des orphelins qui étaient devant Boot Barn la dernière fois, à qui j'ai donné 20 $, qui s'occupent pour des enfants qui sont placés dans des foyers, etc., de leur acheter des fournitures scolaires, etc. Ensuite, j'ai eu une association pour les vétérans là, qui était devant Tractor Supply. On a été à un marché qui est tous les mois à Weatherford. Il y avait une association qui restaure les monuments aux morts des cimetières, à qui j'ai donné encore 20 $. Donc, vous voyez, toutes ces associations, mais tout cet argent que j'ai donné là, ces 60 $ que j'ai donné ce mois-ci, en France, je ne les aurais pas donnés parce qu'en France, on me les aurait pris directement dans ma poche et on les aurait donnés à des associations dont j'ai rien à. On aurait décidé à ta place des associations qu'il faut aider ou pas. Et un exemple très très bon, c'est les associations qui sensibilisent les jeunes filles, qui les aident à l'avortement. Il y a plein de gens qui sont complètement contre l'avortement. Il y a plein de gens qui sont pour l'avortement. Au lieu que l'État vous prenne votre fric à tous et finance ce qu'il pense juste, qu'est-ce qui vous empêche à vous-même de garder ce fric et d'aider ce que vous avez envie d'aider? En fait, c'est insupportable qu'il y ait des cathos traduits qui soient obligés de payer des associations d'aide à l'avortement et qui soient obligés de payer des avortements alors que ça va complètement à l'encontre de leurs valeurs. Et ça, c'est complètement immoral. Et même à contrario, c'est pour ça que je vous dis, il faut être honnête intellectuellement. Si demain, il y a une association pour restaurer les églises ou pour, peu importe, tu vois, mais pour faire un truc qui va dans notre sens, je ne trouverais pas ça moral qu'on prenne l'argent dans la poche de gauchistes, etc., pour faire payer ces choses-là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas de raison que des gauchistes, des musulmans ou des juifs payent pour l'Église s'ils n'en ont pas décidé. S'ils ont décidé, s'ils pensent que c'est une cause juste, ils peuvent. Hein. Ils peuvent. Hein. Il y a plein de juifs ou plein de musulmans qui peuvent trouver ça très bien qu'on s'occupe du patrimoine français et des églises, etc. Mais c'est pas normal qu'on leur prenne. Donc c'est pour ça qu'il faut être honnête intellectuellement. On ne peut pas accepter des autres, tu vois, ce que nous, on n'accepte pas pour nous. Donc là, et là-dessus, c'est important, je le rappelle à chaque fois parce qu'on a tendance à être pas très honnête là-dessus, les droitards, et à toujours vouloir inverser la vapeur. On a tellement subi, on aimerait que les autres subissent maintenant. Non, il faut que ça s'arrête. Et je vous assure que la solidarité, surtout quand vous avez un pays qui est homogène ou un endroit qui est homogène culturellement, etc., où les gens se sentent proches les uns des autres, elle s'organise. Là, on fait comment dire, ça m'énerve quand je parle les mots français, une compétition au Métroflex. Tous les ans, pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est comme ça que je suis venu au Texas la première fois pour y participer. C'est une compétition pour une œuvre de charité. Les bénéfices sont reversés à une église qui s'occupe des orphelins, d'organiser un Noël pour les orphelins au Texas. D'accord ? Là, j'ai donné un sanglier entier parce que c'est une compétition où, en fait, en gros, il y a une compétition de sport et après, il y a un repas. Les gens payent pour venir voir la compète et pour manger au repas. Et tout cet argent va à cette église qui s'en occupe. Moi, tous les ans, je participe, je fais l'arbitrage et tout. Cette année, maintenant que je suis ici installé, etc., j'ai envoyé un sanglier au processeur. J'ai envoyé 2 sangliers au processeur. J'en ai gardé un pour moi. Et il y en a un que j'ai donné entièrement. Voilà, toute la viande est partie pour cette compétition. Voilà. Et il y a plein de gens au Métroflex. Et là, je vous ai fait une story. Ceux qui ont vu ma story hier, il y avait une tête de cerf là, posée devant le Métroflex, etc. Pourquoi ? Parce que Brian, il a été chasser un cerf. Il était en train justement de découper la viande, etc. pour la donner. Donc, les gens s'organisent. Les gens s'en occupent. 100%, mec. 100%. Quand tu laisses les gens faire, et surtout, encore une fois, quand il y a une homogénéité culturelle, quand il y a un sentiment d'appartenance, parce que c'est ça qu'il faut développer. Quand vous avez un sentiment communautaire, un sentiment d'appartenance, etc., bien sûr que la solidarité s'organise. Il n'y a qu'à voir ici, il y a des gens qui sont victimes d'incendies pendant l'été, la sécheresse et tout, qui perdent leur maison et tout. Tout le voisinage à chaque fois s'occupe de faire des collectes. Ah, il leur faut un grille-pain, il leur faut un frigo, il leur faut machin, collecter parce qu'ils ont tout perdu. À chaque fois, les gars, à chaque fois. Ce que je vais rajouter là-dessus, là, très rapidement, je pense que c'est important. C'est pas normal qu'on vous prenne plus de 60% de la richesse créée et que les Restos du Cœur aient encore besoin de vous demander de l'argent.
C'est pas normal qu'il y ait encore des gens dans la rue, vous tuez de la richesse qu'on crée. Et si on passerait pas par l'État, qui est totalement inefficace, et pas par tous ces politiciens qui se volent la moitié du fric, je suis sûr qu'on pourrait beaucoup plus aider les gens qui en ont besoin. Et vous pourriez évidemment bien plus aider les gens que vous avez envie d'aider. Le Oui, gouvernement enfin bon. pakistanais a demandé à 1,7 million d'Afghans de quitter le pays avant le 1er novembre à cause du nombre croissant d'attentats qui frappent le Pakistan depuis la prise du pouvoir des talibans. Cette année, 14 des 24 attentats suicides commis dans le pays ont été perpétrés par des Afghans. Plus de 165 000 se sont déjà précipités ces derniers jours à la frontière, préférant entrer de leur propre chef plutôt que d'être arrêtés et placés dans la cinquantaine de centres de rétention construits pour l'occasion en vue de leur expulsion. Ah, après, on comprend. Hein. Enfin, je veux dire, bon, encore une fois, c'est une info-libération, donc à prendre avec des pincettes, tu sais. Ah, mais Je dis pas que l'info est fausse, je dis juste que généralement, c'est pas faux, c'est complètement inexact. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est ça, c'est toujours très manichéen, c'est toujours très manichéen et tout. Donc, je dis pas que c'est faux, peut-être que c'est vrai. Hein. De temps en temps, ça arrive que Libération dise un truc vrai, c'est assez rare, mais si on cherche bien, ça arrive. Pour te rassurer, les mêmes infos ont été partagées par Valeurs Actuelles et d'autres sites. Non, mais c'est possible. Et donc, on peut comprendre à un moment, je veux dire, c'est aussi. Déjà, ça veut rien dire afghans, mais qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont juste afghans? Est-ce qu'ils sont en situation régulière au Pakistan? Parce qu'on n'a aucune info en fait. En gros, mec, régulière. C'est des comment on appelle ça? C'est des gens qui ont fui les guerres. Donc c'est des gens qui sont donc c'est des des gens qui ont un réfugiés. statut de réfugié. Est-ce que ça, c'est un statut légal? Ramener un pays comme le nôtre, un Afghan, ça veut rien dire. Tu vois? Par exemple, en France, un Afghan, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un Afghan avec une carte de séjour, un Afghan qui a une double nationalité, un Afghan en situation irrégulière, un Afghan qui est sous droit d'asile? Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Ouais, en gros, c'est des réfugiés qui étaient tolérés sur le sol, sans statut particulier, dû à la guerre en Afghanistan. Voilà, c'est difficile à dire. Donc après, ça, on peut comprendre. Hein, si c'était, entre guillemets, si les mecs avaient fait un truc, disons, un geste solidaire en disant, ben voilà, il y a la guerre, on prend des Afghans, et que ça se retourne contre eux, que finalement, ils ont des attentats croissants commis par la communauté afghane, bah, c'est dommage pour ceux qui n'ont rien fait, évidemment, c'est toujours pareil. Mais je comprends qu'un pays ait comme première priorité, comme priorité principale, je sais même pas, non, ça se dit pas ça, mais comme priorité, de protéger son propre peuple. Ouais. Tu vois, je pense que tu peux avoir plusieurs priorités, donc ça passe. Bien sûr, mais je veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est que priorité principale, c'est correct. Là, tu vois, il y a 14 des 24 attentats suicides qui ont été commis par des Afghans. C'est énorme, c'est énorme. Ouais, en France, si on prend une certaine communauté, je pense qu'on est proche des 100% des attentats. La communauté. Oui, voilà, très bien. Mais exactement. Donc, encore une fois, on ne peut pas non plus critiquer une décision qui, pour nous, semblerait plutôt une bonne décision si elle avait été prise chez nous. Après, il y a une manière de faire, il y a tout. Je ne sais pas comment ils font, mais il vaut mieux, je pense qu'il vaut mieux des gens dans un camp de transit, etc., et des gens expulsés, etc., que des attentats suicides, en fait. À un moment, il faut aussi prendre les choses. D'accord, il y a des gens qui meurent. Vous vous rendez compte ce que c'est? Combien tu as dit? 24 attentats suicides? Mais vous vous rendez compte de ce que c'est? Enfin, nous, quand il y a un attentat en France, c'est quand même quelque chose de marquant, etc. Vous imaginez 24 là enfin, ça ne s'arrête jamais. 2 par mois. Tous les mois, 2 attentats suicides. Je veux dire, les gens doivent vivre dans la terreur. C'est terrible. T'as pas le temps de processer le premier, qu'il y en a déjà un deuxième, quoi. Et il ne faut pas oublier que c'est dans ces pays-là qu'il y a le plus d'attentats. Hein. Tu sais, le terrorisme islamique fait beaucoup plus de dégâts dans ces pays que dans les nôtres. Nous, c'est vrai qu'on réagit fort parce que c'est des trucs extérieurs. En Afrique, dans des pays du Moyen-Orient, etc., c'est beaucoup plus courant. Donc, ils en souffrent beaucoup. Donc, on peut comprendre que le gouvernement pakistanais prenne cette décision. En tout cas, moi, je ne vais pas leur jeter la pierre. Puis c'est ça, les gars, d'un point de vue moral, quand vous vivez dans un État, dans une patrie, dans une nation, c'est impossible que tout le monde se mette d'accord sur qui vous acceptez ou pas dans le pays. Donc à partir de ce moment-là, l'État ne peut vous imposer personne, tout simplement. Mais surtout quand tu mets en danger la sécurité des gens. Je veux dire, à un moment, c'est terrible. Bah oui, il faut qu'ils rentrent en Afghanistan et il y a des gens qui vont devoir vivre avec les talibans, etc. Évidemment, mais tu peux pas sacrifier ton propre peuple pour en défendre un autre. C'est pas juste, tu vois. T'as pas le droit d'obliger les gens. Je veux dire, tu vis en colocation ou tu vis dans un immeuble, voilà, avec d'autres personnes, etc. Tu peux pas dire ah bah moi, je suis désolé, mais moi les animaux sauvages, ça me, tu vois, j'ai envie de les aider, etc. Donc je mets en danger tout l'immeuble en mettant des loups, des ours ou je sais pas quoi dans l'immeuble. J'ai envie de l'imposer aux gens. C'est peut-être que c'est
comment une bonne action de ta part. Je veux dire, on peut entendre ça, qu'un gouvernement ait envie de tendre une main. Plus le Pakistan, c'est musulman, envie de tendre une main à d'autres musulmans en disant ils vivent dans un pays gouverné par les talibans. Mais tu ne peux pas imposer, l'État n'a pas le droit d'imposer au peuple un sacrifice. C'est pas, ça, c'est pas juste. Il doit être voulu. 100%. Et le truc, c'est que ça ouvre aussi des routes pour des potentiels terroristes. Et c'est bien pour ça que les attentats à la bombe suicide ont augmenté. C'est parce qu'il y a justement certains de ces talibans qui vont profiter de ces routes, de ces statuts pour venir. Comme en Europe. C'est les mêmes techniques partout. Hein. Ça, on connaît. Yes. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur ce sujet, mec? Non. Après 10 ans à la tête de la France, Emmanuel Macron estime qu'il va tourner la page de la politique en 2027. Le président de la République a fait cette confidence à des étudiants kazakhs à l'université d'Astana alors qu'il était en déplacement au Kazakhstan ce mercredi. J'ouvre les guillemets. Il est probable que je ferai quelque chose de complètement différent quand j'aurai fini en 2027. Au terme de 2 mandats comme le président de la République, a glissé Emmanuel Macron, repris par l'agence France Presse et cité par le Figaro. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce qu'on... Dans le sens où de toute façon, il sera remplacé par le même genre de... Et on peut rien prendre de ce qu'il dit comme étant acquis, puisqu'il ment comme il respire depuis 10 ans. Non, mais c'est vrai. Si je ressors tous les trucs qu'il a dit qu'il ferait pas et qu'il a fait quand même, il y a des mecs qui avaient fait des montages là-desdessus. Ce serait scandaleux. Le nombre de fois où il dit « Ah non, mais ça, je le ferai jamais ». Et puis voilà. Je rappelle qu'il avait dit qu'il toucherait pas à la retraite. Hein. Bon, bref, il a fait direct. Il y a plein de choses comme ça. Non, on peut pas savoir, en fait. C'est un peu comme les sondages. Il dit un truc, mais est-ce qu'il ment? En plus, il dit ça à des Kazakhs. Lui, dès qu'il est à l'étranger, il racontait, il adore se donner en spectacle. C'est vrai. Hein. Quand il est en Afrique, c'est terrible. Hein. À chaque fois, il a réussi à détruire toute le. Faudrait revoir l'épisode de Bernard Lugan, enfin l'extrait de Bernard Lugan où il parle de tout ce qu'il a en Afrique, de tous les incidents diplomatiques qu'il a fait, mais c'est terrible. Tu vois, il a réussi à rompre toutes les bonnes relations qu'on avait en Afrique, parce qu'en fait, il se sent plus. Et je pense que c'est parce que justement, tu vois, peut-être que c'est quand il n'y a plus sa femme derrière qui lui dit quoi dire, il part en roue libre et il dit n'importe quoi, tu sais. Ça se trouve, ça fait des mois qu'avec sa femme, il travaille à une manière de faire un 3e mandat. Tu sais, et elle l'a laissé tout seul 5 minutes et il a fait « Ah ouais, mais je vais faire totalement autre chose ». Et elle est là « Quoi mais Elle a paniqué. Ouais, mais oui, c'est ça. Tu sais pas, en fait, il part en gag. Il y a moyen que la théorie de Charles Gave soit la bonne, que ce soit pas un génie, ce type. Je pense que c'est pas un génie. Écoute, tu fais toujours des super transitions, mec, parce que par rapport à l'Afrique, et justement par rapport aux relations en Afrique, le gouvernement débloque 100 millions d'euros pour créer 150 000 emplois dans le numérique au Nigeria. Donc vous débloquez 100 millions d'euros. Je ne sais pas si j'ai dit ça, mais c'est 100 millions d'euros. Après le milliard donné. C'est vrai. Ce vendredi 3 novembre, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, était en déplacement au Nigeria, la ministre. Une bonne occasion d'asseoir dans ce pays des relations diplomatiques de la France mises à mal dans le reste de l'Afrique. Merci Macron. Si le volet sécuritaire a été abordé, c'est surtout pour des raisons économiques que notre chef de la diplomatie s'est rendu au Nigeria. Et l'on peut dire que la rencontre a porté ses fruits pour le Nigeria. Fière de son œuvre, Catherine Colonna a ainsi annoncé le jour même que la rencontre avait fait consensus. Elle était toute contente d'avoir dépensé le fric du contribuable. Notre ministre a tout simplement engagé la France à verser, nous dit-elle elle-même, 100 millions d'euros pour la création d'emplois dans ce pays d'Afrique subsaharienne. C'est génial parce qu'il y a Jacouza qui dit « Les brouteurs se frottent les mains ». Mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. 100 millions d'euros de PC pour des brouteurs pour arnaquer Monique, 65 ans en France. En mettant des photos de Georges Clooney sur un profil Facebook. Non, mais attends, mais c'est ça. Mais je vous invite à regarder un petit peu de temps en temps les reportages sur les brouteurs, etc. Parce que, bon, les brouteurs, ils sont exceptionnels, mais alors leurs victimes, alors là, on a vraiment le haut du panier. Là, dans les victimes, il y a les mecs qui disent que je dis Inch'Allah à 1er degré. C'est à peu près ce genre de personne. Je vais te faire ça un jour, mec. Je vais te faire une blague. Alors, je vais t'appeler comme si j'étais un brouteur pour voir comment est-ce que tu réponds. Mais ça marche pas, parce que moi je réponds pas, ou je raccroche directement, comme tout le monde fait, comme tous les gens. Tu vas pas l'insulter un peu le mec? Non, je perds pas de temps. Je perds pas de temps, mais c'est incroyable, je veux dire.
tu vois des trucs, tu te dis, mais attends, c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui tombe là-dedans, dans cette arnaque, tu vois. C'est pas possible. Et si, c'est toujours possible. Donc, Je suis un roi du Botswana. ouais, J'ai des perdu trucs. l'accès à mon Non, compte mais en c'est des banque. ultra beaux gosses. Je suis en voyage en Afrique, blabla. Ah, est-ce que tu peux m'envoyer un peu d'argent? Là, je suis en train de venir. Mais non, mais des trucs, mais de fou. Ah Mais je ouais. vous assure, regardez un peu, c'est incroyable. Et c'est sûr qu'il y a une grosse partie de ce fric qui va partir là-dedans. Hein. Les emplois dans le numérique, on les connaît. Je veux dire, le Nigeria, c'est quand même pas un pays dans le monde numérique. Tu vois, je suis pas un spécialiste, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit un gros pays qui pèse. Tu vois, c'est pas la Corée du Sud, quoi. Je pense pas non plus. Et donc, les gars, encore une fois, on en revient à la même chose, mais quand Baptiste ou moi, on décide de se barrer pour arrêter de payer nos impôts pour financer tout ce qu'on vous dit dans chaque Radio Dixie, c'est quand même du réel, c'est quand même du concret. Tu sais que tout ça, ça reste sur la rediff. D'ailleurs, les gars, je voulais vous dire, là, dans les commentaires, en fait, c'est comme si on était trois. Baptiste, vous et moi, parce qu'une punchline sur 3, on la tire des commentaires. Ouais. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, en fait, des infos comme ça, en vérité, c'est même pas des. On n'a pas à réagir ou quoi, parce qu'on va pas redire des milliers de fois la même chose. Mais voilà, c'est bien de rappeler. Tu sais, c'est un petit peu ce que Occidentis fait avec l'insécurité. Tu sais, il balance juste beaucoup d'infos sur l'insécurité. Machin s'est fait, truc s'est fait tuer, encore une victime, encore une agression de sans-papier, encore un etc. Et en fait, le fait de montrer que tous les jours, il y en a des dizaines, des dizaines, finalement, les gens, il y a beaucoup de gens que ça fait prendre conscience de l'ampleur, tu vois. Parce que c'est pas sporadique quand on vous en balance tous les jours. Et nous, c'est un petit peu ce qu'on fait avec ce genre d'infos. Toutes les semaines, on vous montre, il y a 100 millions par là, 200 millions par là, 50 millions par là, 20 millions là, ici, etc. Et finalement, bah, c'est ce qui, tu vois. Si on met juste depuis le début de l'année, tout ce qu'on a dépensé comme ça dans ce genre de conneries, mais le fric qu'on perd, mais il est immense, inestimable. C'est incroyable. Il y a beaucoup de problèmes qu'on pourrait régler. Vous prenez le PIB de la France, tout simplement, et 60% de ce PIB, c'est contrôlé par l'État, et puis en grande partie, ils font de la merde avec. Donc, c'est fou, ouais, c'est fou. Bon, t'as une dernière petite info avant qu'on se casse? Ouais, c'est un truc qui va te parler, mec. C'est une info, en fait, qui est assez générale, mais c'est plein de petites infos, en fait, qui ont été rapportées par le New York Post. Non, par le New York Post, le New York Times. Et c'est en rapport avec quelque chose qui t'est arrivé à toi directement. Donc, c'est pour montrer aux gens que c'est pas des conneries. Faire affaire avec des grandes entreprises dont vous avez besoin au quotidien peut être frustrant lorsque ces entreprises prennent des décisions d'apparence arbitraire qui entravent votre capacité à fonctionner dans une économie moderne. En général, les entreprises sont motivées à travailler avec le plus de clients possible. Il n'est donc pas surprenant qu'un récent article du New York Times donnant des détails exaspérants sur des Américains innocents coupés de leur banque révèle que la véritable cause du comportement est apparemment arbitraire des banques et la réglementation gouvernementale conçue pour s'assurer que le fédéral ait accès à toute l'information sur les activités bancaires des citoyens dans le but de décourager les grosses transactions en espèces et pour surveiller à ce que les entreprises que le gouvernement désapprouve aient autant de difficultés que possible sans être explicitement interdites. Comme l'explique le Times, lorsque des citoyens se retrouvent soudainement exilés par leur banque, c'est parce qu'un vaste dispositif de sécurité s'est mis en place, en commençant par les régulateurs à Washington et en descendant jusqu'aux responsables de la sécurité des banques et au personnel des succursales qui surveillent les clients. T'imagines si c'est possible, parce que tu vois, quand on m'avait beaucoup posé la question, est-ce que ce serait possible ce qui m'est arrivé en France, aux États-Unis, moi j'avais dit je crois pas, tu vois. Mais si ce genre de choses est possible dans un État fédéral où il y a quand même des banques à échelle d'État, etc., donc il y a quand même moins de verticalité. T'imagines dans un État centralisé comme le nôtre, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein, y a derrière, il y a vraiment le grand marionnettiste qui s'occupe de tout ça, quoi. Et c'est terrible. Et les États-Unis sont pas pas protégés de ça non plus, quoi. Ouais. Et là, vous voyez, en fait, là, c'est ce genre de news que vous voyez de manière ponctuelle, à droite, à gauche, une fois par mois, une fois par an. Mais là, si dans votre cerveau, vous pouviez avoir d'un seul coup tout ce qui s'est passé en République depuis en 30 minutes et tout analyser, vous auriez zéro confiance en l'État et vous n'attendriez absolument rien de l'État. C'est évident. C'est que des trucs comme ça tout le temps. Évident. Et puis, je te propose une toute dernière news qui rebondit aussi sur autre chose dont on avait discuté. Oui. Un squatteur s'est approprié tout un immeuble du centre de Toulouse, mais le propriétaire a appelé en renfort 2 anciens légionnaires pour le déloger. L'appartement est saccagé, couvert de tags.
entre les nettoyages et les travaux, il y en a bien pour 10 000 euros, mais c'est un moindre mal. Si je n'avais pas agi, j'étais parti pour 2 ans de procédure pour récupérer mon bien. Souffle Paul Pobeda. Donc, c'est Par contre, exactement ce que tu nous disais. C'est voilà, il faut ne vous-même passez vous pas par occuper des l'État. choses. Ne passez pas par l'État. C'est terrible, Ouais, c'est merde. terrible. Parce qu'en fait, normalement, ça devrait pas. Là, pour le coup, ça, je suis désolé, mais ça ne devrait pas être du registre des gens. La sécurité, je veux dire, ça devrait être le travail de la police, normalement. Et en fait, c'est C'est le terrible de minimum. devoir le faire soi-même. Là, pour le coup, peut-être que toi, tu n'es pas d'accord là-dessus, mais moi, pour le coup, je pense que l'État devrait avoir comment je pense que, en fait, c'est même pas une question de monopole. Je pense que l'État devrait être juste le primo-intervenant. Tu vois. Ouais, c'est ça. Mais C'est-à-dire après, que surtout quand c'est pas des situations d'urgence. Parce que quand c'est l'urgence, tu peux pas attendre. Mais quand il y a voilà, des c'est ça, situations exactement. concrètes C'est comme pour ça que je ne ça, parle pas de sécurité privée, de sécurité personnelle, etc. Où là, je pense que le privé a un grand rôle à jouer et personnellement que chacun doit être garant de sa propre sécurité, voilà, en tant que de réaction en situation d'urgence. Mais derrière, la machine de l'État doit se mettre en route. C'est-à-dire, je dois avoir le droit de me défendre moi-même quand c'est l'urgence, en attendant la police arrive, mais la police doit arriver. Et là, sur ce genre de choses, normalement, ça devrait être la police. Allô, voilà, j'ai un squatteur dans mon immeuble, très bien, la police devrait arriver, s'occuper de ça. C'est scandaleux de dire, je suis obligé d'appeler des potes légionnaires pour foutre le gars en l'air. Mon immeuble est saccagé, c'est pour ma pomme. Pour peu, je vais peut-être avoir même des poursuites parce que j'ai balancé le mec par la porte. Enfin, c'est quand même. ah bah ouais, bah, de toute façon, On vous apprend rien. c'est la minarchie, mec. C'est la minarchie, c'est l'État arrête de s'occuper de toutes les conneries et se concentre sur les choses importantes. La Voilà, sécurité, la on vous apprend justice, rien, mais la c'est quand défense du même territoire. scandaleux, quoi. Ouais. C'est Ouais, mais scandaleux. après, tu comprends, il faut donner 1 milliard pour les associations d'aide aux migrants. Du coup, il y a pas assez de gendarmes pour venir à. Non, et puis même là, c'est la loi qui doit être changée en profondeur, la loi sur la propriété privée, etc. Tout ça, elle doit être. Je suis pas un spécialiste des lois, et peut-être que c'est peut-être des lois qui sont interprétées, parce que souvent c'est le cas. Souvent, on a tendance à penser que les lois doivent être changées, comme la loi sur la légitime défense, etc. Alors qu'en vérité, la loi qui existe, elle est déjà bien faite. Simplement, il faut plus donner le pouvoir aux juges de les surinterpréter et d'aller à travers la loi, parce que c'est ça en fait le véritable problème. Donc là, ça se trouve, là, je ne suis pas assez calé pour vous dire est-ce que la loi est mal faite ou est-ce qu'elle est simplement mal interprétée. Ce qui est sûr, c'est que l'application de la loi est défaillante de ce côté-là, et donc ça doit être une priorité dans les changements à venir pour les politiques, etc., pour les gens qui se disent de notre camp et qui veulent accéder au pouvoir, etc. Ils doivent se mobiliser là-dessus sur la défense personnelle, la défense de domicile, la garantie de la propriété privée. Là, je suis désolé, mais c'est des sujets qui doivent vraiment arriver sur le devant de la scène, parce que ça devient de l'urgence pour beaucoup. Le squat, ça devient de plus en plus commun. Les homejacking, les agressions, etc. Toutes ces choses-là, je les mets dans le même panier, parce que voilà, ça en revient là. La défense personnelle, la défense des biens, la défense de la propriété privée. Ça, on ne peut plus laisser passer ça comme un sujet de second temps. Ça doit être tout de suite, parce qu'en vérité, le sujet de l'immigration, de l'insécurité, etc., c'est un sujet qui se traite sur du long terme. On ne peut pas régler ça en un claquement de doigts. Donc, ça veut dire que, imaginons que demain, on ait un politique qui accède au pouvoir et qui soit très impliqué dans l'insécurité, la lutte contre l'insécurité, dans la lutte contre l'immigration, etc. Il ne va pas claquer des doigts et puis hop, c'est terminé. Il va mettre en place quelque chose, renvoyer les immigrés chez eux, sécuriser les rues, etc. Mais le temps que ça se mette en place, les gens sont toujours confrontés directement à l'insécurité, toujours confrontés au squat, etc. Donc, il faut tout de suite, d'abord, le premier truc à faire, c'est donner les clés aux gens pour se défendre. Avoir les clés pour se défendre, ça doit être la priorité absolue. Armer les citoyens, laisser les citoyens s'armer, laisser une légitime défense réellement ouverte, réellement efficace, laisser un droit de protection de la propriété réellement efficace. Comme ça, les gens pourront se protéger le temps qu'on endigue le problème. On peut plus faire, et ça reste après, hein, je dis pas qu'après il faut changer, bien sûr, mais je veux dire, ça doit être la priorité, avant même de commencer à faire voter des lois sur l'immigration, etc. Là, la priorité, d'accord, parce que on parle de survie, la priorité, elle doit être mise sur ce terrain. Je suis vraiment... D'un point de vue utilitariste, il y a une priorité, il y a une urgence maintenant. D'un point de vue moral, c'est quelque chose qui doit rester à long terme. Tous ces sujets que tu abordes, mec, c'est les fondements de notre civilisation.
La Bien sûr. sécurisation occidentale, c'est le libre arbitre, on donne à qui on a envie de donner, c'est la protection de la propriété privée, c'est les 10 commandements. Le C'est droit la à la protection sécurité, le droit à la droit à la survie, le sécurité. droit à la pérennité, c'est Mais quand même c'est même pas le extrêmement. droit à la sécurité, c'est le droit de se défendre, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Personne ne peut t'assurer une sécurité absolue, mais on devrait au moins t'assurer le droit de te défendre. C'est d'une tristesse absolue, en fait, En fait, en plus, il nous vide de tout. De toute notre volonté de vivre en nous interdisant de nous défendre, quoi. C'est un instinct primaire que de se défendre, que de défendre sa famille. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu veux arrêter là ou tu veux prendre quelques questions, mec? On peut prendre rapidement quelques. Si les gens ont des questions. Donc, Baptiste, il y a ça au Texas, le droit de tirer sur un intrus chez toi. Je te laisse répondre, mais évidemment. Bien sûr, bien sûr. C'est un des États où la légitime défense est la plus libre, entre guillemets. On peut se défendre effectivement. En fait, chez soi, alors comment ça se passe? Si quelqu'un est dans votre propriété, donc on va dire le jardin, votre terrain, votre propriété, quoi, ce qui vous appartient, sans parler vraiment de la maison, là, je parle d'un extérieur, et qu'il n'a pas d'arme, d'accord? Si vous lui avez dit clairement que vous vouliez qu'il sorte de chez vous, que vous lui demandez plusieurs fois, etc., et qu'il refuse, vous pouvez utiliser la violence pour le faire sortir de chez vous. S'il a une arme, vous pouvez directement, sans même lui demander de. Si quelqu'un rentre chez vous sans autorisation avec une arme et que vous voyez qu'il est armé, vous pouvez directement lui tirer dessus. Là, par contre, c'est directement, vous êtes directement en état de légitime défense. Pour ce qui est du domicile, par contre, n'importe qui entre par ruse ou par force à l'intérieur de votre domicile, vous pouvez utiliser la violence, y compris avec une arme, pour le faire sortir. Il n'y a pas besoin de sommation ou de je sais pas quoi. On est vraiment sur deux modèles. Un modèle qui respecte la propriété privée et le droit de se défendre, et un modèle qui en a rien à foutre de la propriété privée et de votre droit de vous défendre. Est-ce que tu as des questions qui t'intéressent, mec? Attends, ça allait vite. Ah, mais il y en a une intéressante. Pour toi, Papacito va complètement partir de France. Qu'en penses-tu? Oui, bah, ça fait très longtemps que lui, on en parle, lui et moi, Mm. très longtemps qu'il fait sa transition. En fait, jusqu'ici, je pense que c'est pas vraiment l'idéologie ou quelque chose comme ça qui l'a retenu. C'est du matériel, tout simplement. Elle a une maison, voilà, ça prend du temps. Il avait des propriétés, enfin, une histoire de propriété sur sa maison à régler, etc. Mais de toute façon, je savais, moi, pertinemment qu'en partant en Espagne, il reviendrait pas parce que c'est la tranquillité, tous les bienfaits en fait qu'il a, qui gagne. Je savais que ça allait prendre le pas sur le reste et qu'il ne pourrait pas prendre la décision de faire le chemin inverse. D'autant plus que lui, il est à côté. Donc en fait, lui, il n'a que des avantages et très peu d'inconvénients, puisqu'en vérité, il s'est déplacé de quelques heures. En fait, il a quelques heures de bagnole entre là où il habitait avant et là où il habite maintenant. Donc ça change vraiment pas grand-chose pour lui en termes des problèmes que ça pourrait poser. Il a beaucoup d'avantages pour très très peu d'inconvénients. Donc moi, par exemple, je suis à 8000 km, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, je pourrais avoir des désavantages, par exemple des désagréments qui sont plus complexes. Alors que lui, vraiment, s'il doit venir faire une interview en France pour faire la promo d'un livre, il n'y a aucun souci. Puis en plus, lui, il est dans un endroit avec une faible densité de population, très nature, etc. Donc ça correspond à son tempérament. Donc ça, c'est bien. Et en plus, lui, il a un point en plus, c'est que lui, il a directement des racines historiques là où il est. C'est-à-dire qu'il est originaire de Castille de base. Hein, donc, ses grands-parents, toute sa famille est originaire de là-bas. Donc, en plus de ça, c'est un peu un retour aux racines. Donc là, vraiment, je vois pas ce qui pouvait le retenir. Et puis, il s'en est jamais caché de son amour pour l'Espagne, Non, mais il a raison. Etc. Écoute, c'est parfait. Je veux juste remercier Talfa13, T-Alpha13, qui nous dit hâte d'écouter le prochain à la rencontre des abonnés et de voir la préparation de Baptiste. Merci, mec, d'être sur nos Patreons. C'est très apprécié. Ok, mais dans les faits, il y a TDS Lord Gazik, pour rester dans le thème. Ok, mais dans les faits, comment tu prouves aux flics que tu as demandé au mec de sortir? Cette question, elle est valable pour tout. Pour tout, en fait. Hein. C'est-à-dire. Après, le mec, après, il n'y a pas de témoin, je veux dire, entre guillemets, tu peux pas. C'est une enquête, c'est une enquête, c'est comme ça, tu vois. C'est valable. En gros, la meilleure façon, c'est de terminer, comme ça, il ne pourra pas dire autre chose, quoi. Mais c'est surtout que comment tu as demandé de sortir. Ça, quand tu as demandé de sortir, ça veut dire un mec non armé, d'accord, sur ta propriété extérieure, d'accord. Ah ouais, en plus. Ça voudrait dire donc que le mec, il était tranquillement en train de se balader sur ta propriété, il a rien demandé à personne, c'est ça. Et toi, tu l'as attaqué, tu lui as mis des pains dans la gueule, c'est ça, pour rien.
je veux dire, personne se retrouve sur la propriété des gens par hasard, quoi, tu vois. Enfin, à un moment, bon, je sais même pas trop quoi répondre parce que Non, bah, toi, après, c'est un jugement comme un autre, quoi. C'est pour c'est toutes les. une enquête. Quoi. Souvent, Ça dépend de c'est- ce que tu lui as fait aussi. Hein. Ça il y a- dépend de il ce y a que tu lui as fait aussi. T'as pas le droit de tirer sur un mec non armé qui est sans ta propriété, qui est dans ton jardin. Hein. Donc, je veux dire, faut vraiment qu'il soit. S'il est en extérieur et que toi tu es dans ta maison, il faut vraiment que tu prouves qu'il a une volonté de venir. Il y a énormément de caméras aux États-Unis, notamment sur les propriétés. Non, et Donc, puis même, je veux dire, il y a plein de choses. Hein. Il y a des enquêtes, il y a plein de choses. C'est toujours pareil, quoi. Agneuse, je suis en cours de procédure pour partir exercer mon métier d'infirmier à Orlando, en Floride. Est-ce que vous connaissez un organisme qui peut m'aider pour l'aspect apprentissage de la culture locale? Alors malheureusement, ni Baptiste ni moi, on est en Floride, mais en tout cas, je voulais te dire très bon choix. La Floride, ça a l'air incroyable, ça a l'air très très libre. Je pense que ce serait mon choix numéro 1 si je pouvais me barrer n'importe où dans le monde en claquant des doigts. Ouais. Tu vois, par exemple, il y a un mec qui est genre le témoin de Jéhovah un peu insistant. Mais en fait, ici, les témoins de Jéhovah, s'ils font du porte-à-porte, ils ne rentrent pas dans la propriété des gens, ils restent dehors. En fait, si tu as un livreur, par exemple, ou quelqu'un qui veut te voir, il ne va pas rentrer dans ta propriété sans autorisation jusqu'à ta porte ou quoi. Il s'arrête à l'entrée de ta propriété. Tu vois. Donc, en fait, il y a pas de... personne ne rentre comme ça sans autorisation. Tu vois des questions là? Non, je vois pas de questions. Je suis juste en train de vérifier un truc. Je sais pas si tu veux regarder une autre question entre temps. On va arrêter dans pas longtemps, les gars. Vous voyez, on arrête de manière tranquille, smooth, pour pas que vous vous énerviez. Faut pas qu'il y ait un mec qui s'énerve. Quel est le record de toute catégorie confondue en strict curl? C'est mon coach qui l'a fait. C'est 245 livres, c'est 113 kilos. Bon, bah voilà, hein, je pense que on a tout répondu. Hein. De toute façon, là, c'était que les abonnés ou c'était tout le monde là? Là, c'était que les abonnés, mec. Ils étaient motivés aujourd'hui. Ok. Il y a un mec qui disait qu'au niveau que l'Espagne est un pays socialiste. Oui, comme beaucoup de pays. Par contre, il se classe au-dessus de la France en termes des pays les plus libéraux du monde. Donc, ils sont moins socialistes que la France, c'est de plus de 10 places. Et puis, il y a l'insécurité. Elle est évidemment bien plus faible en Il y a Espagne. plein de choses qui rentrent en compte. Hein. Ouais. Ouais. Mais écoute, mec, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Désolé, les gars, on n'a pas répondu à toutes vos questions, mais on est resté un peu plus longtemps que prévu. On devait rester 1 heure Ouais. à la base, parce qu'aujourd'hui, on est un peu occupé. Ça nous a fait plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. Exactement, merci à tous. De toute façon, je crois qu'il y a un live la semaine prochaine. Ah non, je suis pas sûr parce que j'ai mon client. Ouais, tu me diras, mec. Si tu veux me dire tout de suite, tu peux. Sinon, tu me diras plus tard. Ouais, j'ai un client pour des chasses lundi, mardi, mercredi, mais c'est la nuit, donc je sais pas trop si je pourrais faire le live ou pas. Je te tiendrai Tu au me jus. diras, mec. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on est là pour se faire plaisir et puis on fait ça quand on peut. Hein. Yes. Si on en fait 2-3 par mois, c'est déjà cool. Yes. À plus, les gars. À plus, les gars. Ciao, ciao.